Rebonjour, voilà, c'est la dernière, on est bien, on est au comptoir et je suis personnellement tellement heureux d'être assis à côté de Raf van Pottelberg que je vous demande d'applaudir. Raf, tu es ambassadeur de Driefontein, qui est une brasserie de gueuze à côté de Bruxelles, à Beersel, et qui est, vous faites un produit, moi qui est mon médicament quand ça va pas dans la vie, la gueuse. Il faut que tu nous, avant qu'on parle de l'histoire de Driefontein, etc. Je pense que pour la plupart des gens qui sont là, la gueuse, on ne sait pas ce que c'est. C'est une bière qui est faite autrement. Tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. D'abord, merci pour l'invitation. Mais d'abord, je vais te corriger déjà un petit peu, parce qu'on dit un brasserie de gueuse, mais on ne brasse pas la gueuse, on brasse de lambic. Et la bière qu'on brasse, c'est le lambic. Ça, c'est la bière. Et après le lambic, on peut faire deux choses. On peut faire une gueuse, on va couper une gueuse, comme on dit. C'est un assemblage de multiples années de lambic, lambic de 1 an, lambic de 2 ans, lambic de 3 ans, et réfermenté dans la bouteille, ou après on peut faire une macération avec des fruits. Mais qu'est-ce qui est typiquement pour le lambic et la gueuse, c'est que c'est une bière typiquement pour le grand région bruxelloise, la vallée de la Seine. C'est une région géographique avec le vrai vallée de la Seine. La Seine, c'est la rivière qui flotte, qui commence sud de Bruxelles et qui flotte sous Bruxelles maintenant. À l'époque, c'était ouvert, mais ils ont fermé la rivière en 19e siècle parce que c'était devenu un égout public. Mais ces régions-là, c'est typiquement pour les levures qui sont là dans la région. Et c'est une bière de fermentation spontanée. Donc c'est tout naturel, on n'ajoute rien. Donc le mou de la bière qui est brassé va être inoculé avec les levures qui sont naturelles et les bactéries qui sont naturelles pour les régions de la vallée de la Seine. Et ça va apporter ces goûts typiquement de la fermentation spontanée. Et ça se fait que c'est une bière assez très typique de la région et unique dans le monde. Et ça, c'est le lambic. C'est une des seules bières au monde, quasiment, sans doute la seule, qui est vraiment une bière de terroir. On ne peut pas faire de la gueuse ailleurs. Il faut les Brettanomyces bruxellensis Ouais. qui sont présentes que dans la vallée de la Seine. On peut faire des fermentations spontanées ailleurs. Hein. C'est devenu, c'est très populaire aujourd'hui. Et pendant qu'on était Évidemment. ici, il y avait un grand festival Ouais. à Amsterdam qui réunit plein On a là aussi. voilà, évidemment. C'est très à la mode. Mais là, on est vraiment sur une bière qu'on on peut pas brasser le lambic ailleurs que Ouais. là. Donc le lambic, on peut faire des fermentations spontanées ailleurs dans les bonnes conditions climatiques, bien sûr, mais ça va jamais goûter comme le lambic. Et un côté du terroir, c'est aussi le savoir-faire des gens. Et il faut savoir que le lambic, c'est un style très vieux de bière qui a survécu l'industrialisation de brassage. Les origines viennent probablement le fin 18e siècle, dans le temps Napoléon, quand les Français étaient chez nous. Et là, les premières anecdotes sont là le nom lambic, parce que c'était brassé dans les alambics. C'est une question des impôts, ça va très loin. Mais quand vous brassez une bière fermentation spontanée ailleurs, ça ne va jamais goûter pareil comme chez nous. Et ce savoir-faire, cette expertise qui est là, est typiquement aussi, ça fait partie du terroir de lambic. Parce que génération sur génération, le savoir-faire s'est donné à l'autre génération, c'est très important. Le lambic, quand on voit un lambic, on peut aussi boire le lambic tout seul, c'est-à-dire qu'on peut boire de la gueuse Évidemment, c'est très comme bon. on va le faire là, et il y a 2 verres, mais je vous rassure, il y a plein d'autres verres derrière pour vous aussi. Le lambic, c'est très différent. Ça se buvait beaucoup autrefois, hein. Ça revient un Ouais. peu, mais ça se buvait Ouais. beaucoup comme une boisson Ouais. des ouvriers, un peu du peuple. Le lambic à l'époque c'était une bière de saison, même encore, on brasse encore que dans les mois froids. Donc les saisons de brassage c'est entre fin octobre, fin avril, quelque chose comme ça, parce que la nuit doit être plus frais que 10 degrés. Autrement, on a trop d'activité de levure et de bactéries qui vont détruire le brassage. Mais le lambic, c'est une bière plate, donc c'est très atypique et on n'en a pas l'habitude de boire ça, mais à l'époque c'était comme ça. Et donc, on fait des longs élevages sur le fût de chêne, de petits barriques, mais aussi des grands foudres. Et quand on prend de lambic directement du fût, parfois de 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui se passe dans la barrique, la fermentation qui se passe dans la barrique, c'est très important. Donc, il n'y a pas de carbonisation, il n'y a pas de CO2. Donc, c'est tout plate, mais c'est très bon. C'est presque un vin nature que vous goûtez. C'est très atypique. Et à l'époque, les ouvriers dans le champ, ils le buvaient. Comme ça juste pour avoir quand il y avait soif. Pour se rafraîchir. Et voilà. Et la gueuse c'était plutôt une bière un peu
plus, parce que c'était une reformatation de la bouteille, comme du champagne. C'est plutôt une bière pour la bourgeoisie bruxelloise, mais les ouvriers buvaient le lambic ou le faro, qui était le lambic, qui était adouci avec du sucre. Si on doit comparer, allez, je ne veux pas faire des rapprochements intempestifs, mais c'est un peu comme le cidre basque par rapport au cidre normand. Le lambic, c'est très surprenant la première fois qu'on en boit. Ouais. Il faut peut-être mieux souvent commencer par la gueuse et puis remonter à la source du lambic, c'est plus facile. Ouais, c'est drôle que la comparaison que vous faites, parce qu'un de nos brasseurs, il est basque. Et il connaissait, il avait un background de business et il voulait changer sa vie. Et voilà, il est tombé dans Driefontein, longue histoire. Mais la première fois qu'il goûtait le lambic, il disait ouais, c'est comme du cidre basque, voilà. Parce que c'est vraiment acide et c'est très particulier. C'est pas du tout du cidre, c'est fait complètement différent bien sûr, mais c'est un peu ça. Et on peut jamais avoir de sucre résiduel chez nous parce que ce sont des bières vivantes. Toutes les bouteilles qui sont ici, j'ai 3 styles avec, on peut les goûter après le masterclass ici, mais ce sont tous des bières vivantes. Ils sont pas filtrés, ils sont pas pasteurisés, donc les levures sont encore actifs. Donc la fermentation très lent parce que la plupart du sucre c'est déjà fermenté, mais la fermentation c'est encore en train de se faire. Donc on ne peut jamais avoir de sucre résiduel. On ne peut pas avoir parce que c'est pas possible. Donc c'est toujours un peu acide, bien sûr, ce sont des bières bien acides, mais l'équilibre c'est tout. Et ça c'est le savoir-faire, le métier des assembleurs, parce que le lambic, le gueuse, c'est une bière d'assemblage, bien sûr. Oui, c'est une bière d'assemblage et c'est une bière de vieillissement aussi. Il y a un travail sur le temps. Ouais. Donc la gueuse, pour faire une gueuse, ça prend au moins 3 ans et demi, parce que c'est un assemblage lambic de 1 an, lambic de 2 ans, lambic de 3 ans. Donc on a déjà besoin d'un élevage jusqu'à 3 ans dans la barrique. Après, le jeune lambic de 1 an, il y a encore du résiduel dedans, et la complexité vient de vieux lambic. Là, on va faire un assemblage. L'assemblage classique, mais rien normal chez nous, mais la classique, c'est 40-50% jeune lambic, 20-30, 2 ans, 20-30, 3 ans. Après, les levures, ils sont partout parce que c'est une fermentation spontanée. Chez nous, tout est infecté par les levures, donc c'est complètement contre-intuitif pour brasser parce que pour une bière classique, tout doit être très propre et clean. Et après, on va juste mettre ces lambics ensemble et ça va tirer la réfermentation dans la bouteille. Et on parlait de vieillissement, mais là, une fois que c'est mis en bouteille, la réfermentation se fait dans la bouteille. On peut les vieillir jusqu'à 20 ans, 25 ans sans problème. Et c'est plutôt, on parle toujours c'est une bière, et bien sûr c'est une bière, mais c'est beaucoup plus proche que de vin, et surtout de vin nature, parce qu'on a le long élevage, la fermentation spontanée, le long potentiel de garde aussi, et ça évolue comme un joli vin blanc qui est dans sa jeunesse dans l'acidité, mais après l'acidité va adoucir et ça va devenir plus ronde et plus intégrée. Donc c'est vraiment magnifique de goûter à un gueuse après 20 ans, parce que c'est vraiment une expérience. J'ai eu l'occasion d'en goûter certaines qui étaient vieilles comme ça, effectivement. En plus de ça, avec parfois, dans les barriques, il y a certaines cuvées, on en parle à chaque fois, Zenei Frontera, où c'est même avec des systèmes de Solera, avec un cycle de vieillissement dans les barriques qui est très complexe. Oui, pour nous, le brassage, c'est juste le début, c'est important, mais ce n'est pas le plus important pour nous. Le vrai magie, ça se passe dans notre salle de barrique, où tous les élevages sont faits, et faire les assemblages. Et bien sûr, on fait les gueuses normales, mais on fait aussi plein de choses différentes. Par exemple, le Zenei Frontera, qui est une bière plus exclusive, entre guillemets, dans le sens que on achète chaque année une vingtaine de barriques de Jerez, donc c'est une région de vin espagnol en Andalousie, sud de l'Europe, fortifié, oxydatif. Et là, on va sélectionner chaque année, on va là, avec moi et quelques collègues, on va sélectionner des barriques. On va goûter les Oloroso, le Palacortado, les Amontillado, sont des styles de sherry. Et là, on va sélectionner les barriques en collaboration avec les Petit Bodega familiales qu'on connaît très bien. Et là, il vient directement chez nous à Beersel, à Bruxelles, et on met de lambic sur ces barriques-là. Mais on fait ça aussi avec les barriques de vin jaune, par exemple, en France, ou avec de Calvados, de Normandie. On a du Armagnac et du Cognac aussi, du sud de la France. Et lambic, c'est presque une canvas blanche, et ça peut absorber vraiment le goût de ces liquides qui étaient dedans avant. Et dans le cas de Zenei Frontera, ça va absorber tout le côté oxydatif, noix, fumée, toutes les choses comme ça, le côté terreux, ça va absorber lambic et ça donne vraiment une bière hybride qui est magnifique et hyper complexe. On voyait là, il y avait des photos qui passaient et la dernière qu'on voyait, c'était des cerises.
Oui, quand on parle de terroir, c'est très important parce que on a la gueuse, mais aussi les lambics de macération. Donc là, on va chercher des fruits. Tout est possible quand c'est local et bio chez nous. C'est très important. Ça, ce sont les houblons. On a aussi planté 3 hectares de houblons chez nous, à 10 km de la brasserie. Mais les griottes, donc les criques, c'est les griottes. On les voit là. Hein. Voilà. Ça sont les Schaerbeekse Kriek, donc les griottes de Schaerbeek. Schaerbeek, c'est une commune de Bruxelles, mais à la base, ça n'a plus rien à voir avec la commune même. C'est plutôt le nom de la variété. Et c'est une vieille variété sauvage, locale de Bruxelles et autour de Bruxelles, qui était presque disparue autour de 2000 parce que la lambic était aussi presque disparue. C'est une longue histoire. Mais dans les années 90, il y avait encore 3 ou 4 producteurs. Personne ne buvait encore le lambic. Heureusement, il y a une renaissance de lambic très importante dans les derniers 20 ans. Mais les griottes Schaerbeek sauvages qui étaient presque disparues parce que personne ne le voulait encore. Donc Armand, notre pater familias Armand de Belder, qui est décédé l'année passée malheureusement, c'est lui qui a commencé il y a 10 ans de les réintroduire dans le paysage bruxellois et le grand région bruxellois autour de Bruxelles. On avait la Seine et maintenant on a un botaniste qui les multiplie pour nous de la racine, que c'est la vraie variété, jusqu'aux 2 ans. Et chaque année on donne 150 arbres. Ce ne sont pas des arbres, ce ne sont pas des autiches, ce sont plutôt des bouches de 2 mètres. On les redonne gratuitement aux gens autour de la brasserie, donc autour de 30 km de la brasserie, et pour revivre cette vieille variété, parce que c'est la meilleure variété de faire le kriek avec. Et maintenant, on a une coopérative de 100 familles, des gens particuliers, juste dans leur jardin, qui récoltent pour nous, et tout le mois de juillet, ils ramassent pour nous et ils donnent dans la brasserie, et on peut faire des Schaerbeekse Kriek avec, j'ai 2 bouteilles de Schaerbeekse Kriek avec, et ça donne vraiment de complexité incroyable. Kriek, c'est cerise en néerlandais. Hein. Non, griotte. Griotte, mais... Kriek, c'est doux. Non, les kers. Non, kriek, ouais. Mais kriek, c'est la griotte. Kriek, c'est la griotte. Cerise, c'est le kers, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Quelle opération de transformation a lieu pour qu'on se mette à avoir de la cerise? On la met dessus? Ouais. Donc ici, on va... donc en juillet, les griottes ils arrivent. Là, on va mettre tout dans une barrique de 400 litres, avec le noyau et tout. Donc on ne va pas l'écraser ou rien. Juste entier, on le met dans la barrique. Toujours haute intensité, donc 50% de griotte, 50% de lambic. Là, on va chercher un lambic un peu pas trop acide. Donc on va vraiment sélectionner un lambic de 2 ans, 3 ans, qui est un peu plus ronde, parce qu'on a déjà plein d'acidité des griottes, bien sûr. Et là, on va faire une macération de 1 an dans la barrique. Après 1 an, toute la chair va être consommée par lambic, mais les noyaux seront là. Et les noyaux sont les plus importants pour la complexité, parce que là, ça va apporter des goûts un peu noix, un peu de marsepain, un peu de pain d'épices, un peu de cannelle. C'est vraiment incroyable qu'est-ce que le noyau va faire. Et au fin, après 1 an, on fait un soutirage. Tous les noyaux sont encore là, toute la chair est consommée. La chair apporte bien sûr le côté fruit. Et après, on va en mise en bouteille. Et là, c'est encore 1 an dans la chambre chaude pour refermentation. Et après 1 an, on peut étiqueter, ça peut sortir. Mais c'est un procès de 2 ans ou moins. Si on ne compte pas le lambic de 2 ans qui est déjà fermenté dans la barrique. Donc, c'est un long processus, bien sûr. Ce qui est très trompeur, et je fais une petite parenthèse sur ça parce qu'on ne va pas trop parler de ceux qui font les choses mal, c'est qu'il y a malheureusement, gueuse, c'est pas vraiment protégé comme nom, et qu'on peut boire un petit peu n'importe quoi. On trouve en Belgique et même ici des choses qui s'appellent kriek ou gueuse, et en fait c'est du sirop dedans, c'est fait n'importe comment. C'est trompeur, il faut faire très attention. Le truc à bien garder, c'est que ça soit une vieille gueuse, hein, oude gueuse. Oude gueuse, ça c'est quelque chose, ça va toujours être la vraie tradition. Dans les années 90, il y avait, comme je disais, le lambic était plus populaire, c'était que le vieux qui le buvait encore. Et là, ils ont fait beaucoup de lambic et de la gueuse et la kriek industrielle. Et là, quand on parle, je vois encore beaucoup en France, mais aussi en Belgique, quand on parle d'une kriek, ils pensent que c'est quelque chose de doux. Mais comme j'expliquais, on ne peut jamais avoir de sucre résiduel dedans. Donc là, ce sont des bières qui sont pasteurisées, qui sont filtrées. Donc c'est morte et c'est plus vivante. Et là, on peut rajouter du sucre. Et c'est complètement notre expérience, bien sûr. Ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la qualité non plus. Tu es bien gentil de dire que c'est notre expérience. Ouais. Je pense que le mot que tu cherchais, et c'est de la merde. Et Okay. On peut mettre autre chose que des cerises, évidemment. On peut mettre d'autres fruits, par exemple du raisin. Ouais.
pour nous, un peu le sky is the limit quand c'est normal pour nous, quand c'est une bonne histoire, tout est possible. Donc on utilise des pêches, toutes des vieilles variétés, des prunes, toutes des vieilles variétés, toujours bio, mais aussi des rhubarbes, des fleurs de sirop, des baies de sirop. Ouais, tout est possible. Mais les dernières années, on travaille aussi beaucoup avec des vignerons partout en Europe, en France évidemment, mais aussi en Italie, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, parce qu'on a tous des grands buveurs de vin et surtout un peu le vin qui est bien fait. On travaille maintenant très direct avec les vignerons. Donc là, on va acheter des raisins, des chouettes, vraiment de bons vignerons réputés comme Klaus Preisinger en Autriche ou Roagna en Piemonte en Italie ou Claude de la Meslerie en Vauvray en Loire, Haute-Baigneux en Loire aussi pour le gros lot. Et on va prendre leurs raisins et ça va arriver chez nous à Beersel. Et là, on fait des macérations sur le lambic aussi. Et le lambic, pour moi, la gueuse, c'est déjà une bière un peu hybride entre bière et vin. Mais là, ça devient vraiment de bière vraiment hybride parce qu'on va avoir les caractéristiques du cépage. Au même temps, on va avoir le terroir et l'acidité du lambic. Donc, ça devient hyper complexe, très intéressant et ça apporte une grande qualité de gastronomie en accord aussi, bien sûr. C'est un élément très important. C'est vraiment une bière de dégustation, mais c'est une bière qui va être parfaite pour accompagner des repas. Ouais, on le voit, c'est dans tous les grands restaurants. Une des raisons de la renaissance de la gueuse, du lambic, c'est parce que les restaurants nordiques, scandinaves, se sont pris de passion pour ça, parce que ça s'accorde bien. Ça s'accorde très bien avec la cuisine du Nord. On a vu hier sur scène Christophe Hardikes, qui est un chef bruxellois, qui fait un jambon à la gueuse, qui a présenté une gueuse d'une autre brasserie qu'on aime bien, mais qu'on connaît, Cantillon, dont on parle beaucoup en France, qui est voilà. Driefontein n'est peut-être pas encore aussi connu, quoique moi j'entends beaucoup de restaurateurs en Belgique qui disent que pour avoir les bonnes allocations chez les bons viticulteurs en France, quand tu vas avoir une allocation dans le Jura ou quelque part, le meilleur moyen c'est d'arriver avec de la Driefontein sous les bras. Et alors là, on t'accueille à bras ouverts, on débouche et tu peux acheter du vin. Comme quoi, ceux qui savent, savent. Mais c'est vraiment une bière qui va être parfaite pour accompagner des repas. On en parlait hier, sur une viande rouge. Par exemple, on va mettre une crique et ça peut être très beau. Sur un cochon. Ouais, la crique ou peut-être un raisin avec un raisin bleu, comme on a fait l'année passée avec du Sangiovese et Toscane, qui va apporter un peu de structure, un peu, pas de tanin, mais quand même un peu de puissance. Ça marche très bien, le Scarbeck Creek, ça va très bien avec des viandes aussi. Par exemple, la grand classique pour moi, c'est juste la gueuse avec du huître, par exemple. Parce qu'on a le côté minéral dans la gueuse, et après le côté iodé dans la huître. C'est un mariage parfait, c'est très bien. Et un autre accord qui marche très bien, n'importe quel style de lambic, ça s'accorde très bien avec le fromage. On sait bien quand on fait de l'accord avec le fromage, chaque fromage a besoin d'un autre vin, mais bon, c'est pas toujours possible, bien sûr. Avec une gueuse, je lise le mot un peu péjoratif, mais je ne vais pas le faire comme ça, mais un peu un passe-partout pour le fromage, et ça marche très bien. Et il y a plein de restaurants en Belgique, les pays nordiques aussi qui utilisent la gueuse, mais on voit plus en plus que même des grands restaurants à Paris travaillent aussi avec nos produits, et c'est très chouette. On était ici avec Michael Bro l'autre jour, lui et toi hier, et il a tout de suite dit que lui, la gueuse, oui. Je sais que chez Ismaël Gargenton, à Empreinte, à Lille, il y a aussi de la gueuse dans le pairing et au menu, parce que ça s'accorde bien. Ça s'accorde aussi bien avec les choses lacto-fermentées, ça s'accorde bien avec les saveurs amères. Il y a un spectre organoleptique qui est beaucoup plus large que celui des bières de haute fermentation souvent. Ouais, parce que là, on n'a pas sur l'amertume et le côté houblon qui est parfois un peu puissant pour faire l'accord. Ouais, c'est bien sûr possible. Mais ici, on a sur l'acidité, la minéralité, un peu le côté fruité aussi. Et donc, il y a plein d'arômes qui jouent. Et parfois, ça peut ouvrir des portes que le vin parfois peut pas. Donc, pour moi, c'est pas une histoire de ou. Moi, j'ai toujours travaillé dans la restauration comme sommelier, donc je viens du vin, mais moi j'adorais de faire un accord, des accords juste avec le vin, mais après, tu mets un petit saké ou tu mets une gueuse dedans, juste pour surprendre les gens. Et c'est pas une histoire de ou ça, non, c'est et. Et ça, c'est très chouette qu'on adore les boissons fermentées qui sont bien faites avec une vraie philosophie. Et si c'est du vin ou c'est du lambic ou c'est du cidre ou c'est du saké, on s'en fout en fait.
Mais c'est parce que c'est pur, parce que c'est nature. Ouais, Il y a même quelque chose, c'est aussi souvent plus facile à digérer et il n'y a pas la puissance parfois beaucoup, de toutes les céréales qui sont très présentes dans certaines bières belges. Ouais. Y a les maltes sont aussi souvent très forts. Et là, on est dans quelque chose qui est souvent très digeste, qui est très. Il faut aussi savoir que le lambic de la base, c'est une bière de blé. Donc, le lambic classique, c'est au moins 30% de blé cru, donc pas malté, et 70% du orge malté. Chez nous, c'est 35% de blé cru et 65% de orge malté. Donc, c'est par définition une bière de blé, parce que 30%, 35% de blé, c'est beaucoup pour une bière. Donc, ça va apporter quelque chose aussi. Maintenant, si on parle de céréales, c'est aussi très important que Driefontein, et là on est unique dans le style, tous nos céréales qu'on utilise pour retourner dans le terroir, pas seulement les levures qui sont dans l'air, dans la vallée de la Seine, mais aussi nos céréales qui à l'époque venaient de le marché international des céréales. Et c'est un grand problème parce que les Belges ils sont très fiers sur leur héritage de bière, et ouais, c'est bon, mais 95% de bières belges sont brassées avec des céréales qui viennent pas du tout de Belgique, qui viennent de la Belgique, ils viennent de la France, mais l'Ukraine, la Pologne, de partout. Donc là, on a dit les derniers 5 ans, on va rentrer sur nos terroirs et on a commencé un réseau de 12 paysans très jeunes qui sont en train de pousser des vieilles variétés de orge, des vieilles variétés de blé du 19e siècle qui sont tous disparus après l'industrialisation de l'agriculture en années 60, 70, et on est en train de replanter, de réintroduire ça dans la région chez nous, tout bio bien sûr. Et là maintenant, depuis 5 ans, tous les lambics qu'on brasse sont brassés avec des céréales qui sont plantées, poussées au max 20 km autour de la brasserie. 15. Donc 15, 20, grand max 20. Ouais, on est tous autour de la brasserie. La plupart en Brabant wallon, quelque part en Brabant wallon, mais tous autour de la brasserie. Donc c'est unique ça. On va goûter. Ah, évidemment. Parce que maintenant on a soif. Il y avait la crique au bout là-bas. Donc C'est j'ai quoi la gueuse classique. Ici j'ai le Scarbeck Creek, c'est notre crique signature. Et après j'ai aussi un lambic de raisin. Ça c'est du Riesling d'Allemagne, de Rheinhesse, de Hart und Hart, un petit viticulteur de biodynamie à Rheinhesse, tout près de Francfort. Donc vous préférez quoi? Ben, on commence par la classique, je pense. La gueuse, très bien. Voilà. Comment on va faire? Nous on va goûter. Vous venez, on vous apporte des verres. Je vais prendre des petits verres. Ça se boit pas. Là, elle va pas forcément être à la parfaite température, mais ça se boit pas trop froid. Hein. Il faut surtout pas. Non, on va vraiment pas le boire trop froid. Et je pense qu'il n'est pas trop chaud non plus. Ça va. Moi, je préfère la température de cave. Autrement, on va manquer la complexité. Ben allez-y, vous servez-vous. Il y a deux verres là. Donc là on est sur la gueuse. C'est le cuvée Hermand Gaston, notre deux patres familias. Enfin, donc Gaston, c'était le grand-père et Hermand le fils. Le père et le fils. Et c'est notre gueuse signature. Il faut savoir que ça s'est mis en bouteille le 16 décembre 21. Donc c'est déjà 1 an et demi en bouteille. Donc ça veut dire que le premier brassage s'est fait en 2018. Ah oui, voilà. C'est pas filtré. Pas filtré, pas pasteurisé, c'est tout naturel. Donc on va toujours avoir un dépôt. Comme c'est une réfermentation de la bouteille, comme du champagne, il y a des dépôts, mais le champagne, on va dégorger pour enlever les levures qui sont mortes. Chez nous, on ne va pas le faire, on ne va pas dégorger. Donc on va toujours avoir un dépôt. Et c'est tout à fait normal. Bon, on va goûter aussi, nous. Hein. Si vous avez jamais bu de gueuse, c'est quoi la règle? Il faut goûter 3 fois. Hein. On parlait du cidre basque. Et en fait, quand on dit aux gens dans une cervecerie au Pays Basque, tu vas boire du... Allez, santé. Alors, à la vôtre, vous nous dites comment ça se passe?
Ah, voilà. Donc on va voir, on a une acidité bien sûr, mais c'est une acidité équilibrée. Il y a plein de matières. C'est encore une gueuse jeune. Comme je disais, c'est mis en bouteille en 21. Mais bois ça dans 3-4 ans et ça va évoluer. On va avoir des notes un peu tertiaires qui vont se développer et ça va devenir de plus en plus intéressant comme un joli vin, quoi. C'est voilà. En fait, parfois, si on dit trop aux gens que ça va être une bière, et tu fais bien de le dire, si on parle de vin nature, si on se dit on va boire quelque chose qui est, il y a des notes un peu oxydatives quand même. Il y a des choses comme ça qui rappellent certains peut-être vins orange, etc. C'est pas pour dire que c'est pareil, hein, mais il faut. Non, il faut c'est pas se du mettre un vin, peu. c'est pas la bière non plus. Donc pour moi, c'est un lambic. C'est un style hyper bizarre. En fait, faut tout oublier. Qu'est-ce que vous savez sur la bière avant de parler du lambic, parce qu'il n'y a rien de normal à cette bière. On cherche l'infection, c'est déjà un peu bizarre parce que les bières normaux, on ne veut pas avoir les infections, autrement ils vont être cassés. Donc on veut avoir les infections avec le levure sauvage. On fait des longs élevages sur le fût de chêne, c'est déjà bizarre aussi, parce qu'une bière classique industrielle, ça se fait à 4 heures, c'est brassé à 4 heures. Une bière craft, ça prend peut-être 2-3 semaines. Chez nous, pour faire une gueuse, ça prend au moins 3 ans et demi. Donc c'est complètement notre approche, bien sûr. C'est un autre monde. J'espère que ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore goûté, ça va ? Moi, je te le racontais, je t'ai dit, moi j'ai été converti à cette boisson divine le premier jour où je suis arrivé en Belgique, parce que je pouvais pas boire les autres bières belges. Je trouve qu'il y a dans cette culture de la gueuse quelque chose qui est à la fois ancien, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça avait complètement disparu. Mais il y avait 500 brasseurs de... Oui, il faut savoir dans l'histoire, le temps de gloire de Lambic, c'était vraiment en fin 19e siècle et début 20e siècle. Et c'était une vraie culture, surtout une culture bruxelloise. Donc, il faut savoir qu'il y a deux styles de producteurs de Lambic. Il y avait les brasseurs, et surtout dans le 10e siècle, c'était des brasseurs qui faisaient vraiment le métier de brasser. Ils ne faisaient pas la bière, ils faisaient la moue. Et ils brassaient ça et ils vendaient le mou qui n'était pas encore fermenté. Et après, on avait le coupeur. Et le coupeur, il achetait les mous chez les brasseurs, il les laissait fermenter dans leur barrique chez eux. Et eux, le lambic, ce n'était pas leur profession principale. C'était surtout des gens qui avaient des cafés ou des restaurants. Et toujours, chaque café ou restaurant à Bruxelles, à l'époque, ils avaient 2 ou 3 ou 10 ou 15 barriques dans leur cave. Et c'était quelque chose qu'ils faisaient pendant la journée. Pendant la journée, ils étaient en train d'assembler leur lambic et laisser fermenter. Ils faisaient l'assemblage. Et le soir, ils cuisinaient et ils les servaient leur gueuse qui était faite chez eux. Ça, c'est les coupeurs. Et on avait autour de 1900 à Bruxelles, juste à Bruxelles Centre, on avait 400 coupeurs et 100 brasseurs. C'était incroyable. Il y avait beaucoup. Aujourd'hui, je parlais d'abord de fin 20e siècle, on avait encore 500 producteurs qu'à Bruxelles. On avait encore 4 ou 5 dans toute la vallée de la Seine, la grande région bruxelloise, d'or Bruxelles aussi. Donc c'était presque tout disparu. Aujourd'hui, on est en train d'agrandir. Je pense que maintenant, il y a une quinzaine, même les industriels inclus, bien sûr, une quinzaine de producteurs pour le moment. Et on a encore cette distinction entre brasseurs et coupeurs. Il y a les brasseurs comme nous, comme Driefontein, mais aussi comme Cantillon, comme Beaune. Et après, il y a des coupeurs qui ne brassent pas l'heure eux-mêmes, mais qui achètent le mou qui n'est pas encore fermenté. Et qui assemblent leur gueuse avec, comme De Cam, comme Hanses, comme Tilquin. Ça veut dire qu'ils vont acheter en gros leur lambic chez quelqu'un d'autre. Pas leur lambic, leur mou, qui n'est pas en fermenté. Parfois, ils jouent un peu sur l'ambiguïté de ça parce que on sait, on en a parlé, il y a des... On imagine que des gens ont fait leur lambic, ils sont partis d'un mou qui vient très souvent de chez Beaune, qui est le plus grand. Pas le plus grand, mais il est grand. En volume de production. En volume, c'est Lindemans. Ah oui. C'est non, mais oui. Ouais, mais Lindemans, ils font de très bons basses, mais tout le reste, c'est la même. Bon, c'est pas ma place pour parler de ça. Non, c'est de la merde. Moi, c'est ma place de le dire. Est-ce qu'on en goûte une deuxième ou pas? Ah oui, bien sûr. Peut-être on goûte le Scarbex Creek. Oui. Il faut que vous goûtiez la crique.
C'est aussi un boisson qui est parfois un peu, c'est pas le meilleur, Ouais. c'est pas le meilleur gobelet pour goûter nos bières malheureusement parce que normalement ça a besoin un vrai verre de vin que ça peut respirer, que ça peut s'ouvrir. Le Scarbeck Creek c'est vraiment une bière qui a besoin de temps dans le verre pour s'ouvrir comme un joli vin. Ça va nous donner une petite idée quand même. Et puis, il y a, comme avec les vins, il y a vraiment une spécificité de chaque producteur. Je ne veux pas parler tout le temps de Cantillon, mais il y a un style Cantillon, il y a un style Driefontein, c'est très différent. Bien sûr. C'est presque comme la comme dans Bourgogne une et la Loire. appellation, Enfin, voilà. Donc on est sur des rondeurs différentes, sur un travail qui est autrement. Ouais. On revenait sur ça, sur l'histoire, la crique, qui avait la gueuse qui avait presque disparu, pardon. Aujourd'hui, le travail que vous faites chez Driefontein, c'est pas seulement de refaire vivre la tradition, c'est aussi d'avancer, d'inventer. C'est une nouvelle gueuse, la gueuse de Une nouvelle Driefontein. gueuse, c'est un grand gueuse mot. moderne. Mais on va voir qu'on travaille très traditionnel. Je pense qu'on travaille le plus traditionnel de tout le monde dans le monde lambic. Mais la tradition, on le voit comme un sac à dos. Qu'on ne peut jamais partir sans le sac à dos. On ne va jamais partir sans ce sac à dos de tradition. Parce que pour nous, c'est le plus important. Sans ça, on n'a rien. Donc c'est très important pour nous. Après, bien sûr, on est toujours le visage dans le futur. Et on est toujours en train de se diversifier et voir qu'est-ce qui est possible dans notre tête. On ne va jamais faire un lambic de ananas, par exemple, parce que c'est ridicule. Mais pour le reste, tout est possible pour nous. Donc tu le disais, hein, la crique, il faut normalement qu'elle s'ouvre un peu. Donc pour nous, la tradition, c'est très important. Au même temps, la tradition, pour nous c'est le fondament. Et après, on peut construire de nouvelles choses sur cette tradition. C'est intéressant ce que tu disais, parce que sur la crique, et c'est une griotte, elle a de l'acidité. Mais quand elle vient là, il y a l'amande, comme tu disais, il y a la pâte d'amande, le confit qui est derrière. Oui, c'est vraiment le côté amande, c'est typiquement pour le Scarbeck Creek. Et ça vient de noyaux, bien sûr. Hein. C'est le noyau qui apporte cette amande, cette marsepan, mais aussi parfois, ça dépend de l'assemblage, parce que chaque assemblage, c'est unique, bien sûr. On a vraiment de pain de piste, des cannelles, du cannelle. C'est presque Noël dans ton verre, mais avec l'acidité et le fruit. Donc ça accorde très bien avec du chocolat, par exemple, mais aussi avec du volaille. Donc il y a plein de possibilités à accorder ça. Dès qu'on est sur des choses avec un peu de gras aussi, avec un peu de matière, Ouais. la gueuse apporte un accord. Oui, bien sûr, parce que l'acidité, ça peut couper un peu le gras d'une sauce à la crème ou une sauce avec du beurre. Ça peut couper le gras. Et à côté de l'acidité, il y a encore plein de fruits ou plein de minéralité. Donc, ça apporte autre chose. Donc, pour faire les accords, c'est très intéressant. Mais juste dans le soleil, quand il fait beau, c'est un apéro parfait aussi, bien sûr. C'est bon tout le temps, la gueuse. Je pense que ça sera notre conclusion. Raph, je voudrais vraiment te remercier d'être venu, d'avoir passé ces 2 jours à Omnivore. C'était un honneur et un plaisir que Driefontein soit là. Merci beaucoup. Et j'espère que la France va découvrir cette gueuse qui est malheureusement pas encore aussi connue en France qu'elle devrait l'être, alors que aux États-Unis et dans les pays scandinaves, les gens s'arrachent, s'entretuent pour avoir des bouteilles de Driefontein. Donc, et on est voisins, donc. Oui, on adore la France et on voit que la France c'est en train de s'ouvrir pour le lambic aussi. De plus en plus, il y a un intérêt en France pour nos bières et lambic en général. Donc, on est très content pour ça aussi. Donc, on est là. Si les gens nous voulons, on est là, quoi. On est là aussi. Merci beaucoup. Ravant Pottelberg de la brasserie Driefontein. Et avant qu'on s'en aille, je voudrais remercier, comme tous les jours, les 3 mousquetaires, et qui sont 4, sans lesquels on serait dans le noir et sans son. Donc Rodrigo, Guitou, Nicodème et Nicolas, merci si vous voulez bien les applaudir. Merci
Merci d'avoir été là, messieurs. Et puis la productrice de la scène, parce qu'il y a quelqu'un qui dirige tout ça, notre chef, Elsa Palavidino. J'écorche son nom à chaque fois, elle m'excusera, mais heureusement elle n'est pas là. Mais on va l'applaudir quand même, s'il vous plaît, parce que sans elle, il y aurait rien ici. Je vous donne rendez-vous demain matin, 10h30. Je ne connais pas le programme par cœur, mais il est bon. Je vous dis à demain. Merci à tous. Et il y a encore de lambic ici, hein. Finis-le. Hein. Mais non, c'est pour nous.